Les étalons sont qualifiés pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ils ont battu la Guinée-Bissau par le score de 2-0. Les temps forts de cette rencontre et l'analyse de Jérôme Tchendrebego dès le début de cette édition. Le plan national de développement économique et social accorde une place de choix à la promotion de la femme burkinabé. Cette assurance leur a été faite lors d'une rencontre tenue ce dimanche à Ouagadougou. Une rencontre qui a réuni plusieurs femmes autour de l'épouse du chef de l'État, Sika Kabouri. Comment concilier éducation des tout-petits et activités professionnelles? C'est une équation difficile à résoudre pour plusieurs femmes dans la société burkinabé. Certaines femmes ont trouvé la solution, c'est de confier leurs enfants à des crèches. C'est le sujet du grand format de cette édition, dont l'invité est le directeur du développement de la petite enfance. Actualité à l'étranger, la Guinée équatoriale est désormais le pays d'exil de Yaya Jammeh. Au terme des négociations qui ont duré plusieurs jours, Yaya Jammeh a fini par accepter de quitter la Gambie hier nuit en compagnie du président guinéen Alpha Condé. Bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, les étalons ont décroché leur ticket qualificatif pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ils ont battu la Guinée-Bissau tout à l'heure par le score de 2-0 au stade de Franceville. On revoit les temps forts de cet exploit de l'équipe burkinabé dans cet élément. Voilà, on n'a pas donc cet élément sur les temps forts de l'exploit de l'équipe burkinabé, c'est pas grave. Je suis en compagnie de Jérôme Tchendrebego, bonsoir. Bonsoir Nathalie Kaoré. Alors on dira que c'est un réel soulagement pour les étalons et pour l'ensemble du peuple burkinabé. Quel commentaire sur ce match et sur cette victoire? Oui, un soulagement, une qualification et avec la manière, c'est surtout ça qui est important parce que les étalons gagnent 2-0. En plus de la qualification, on prend la tête de ce groupe A. Alors, donc, la suite, c'est quoi? Les étalons croisent le deuxième du groupe B, qui sera soit le Zimbabwe, soit l'Algérie, ou alors la Tunisie. Mais on dira en même temps que l'entraîneur burkinabé Paulo Duarte a vaincu le signe indien parce que lui, il a fallu attendre son 8e match en Coupe d'Afrique pour signer une victoire et de fort belle manière, une victoire qualificative en même temps. On dira que c'est très bien parce que tout de suite, les étalons sont rentrés bien dans le match avec un but de Prigina Koulman. On va voir peut-être les images tout à l'heure. À la 12e minute, et il a fallu attendre la 58e minute pour que Bertrand Traoré signe son premier but, en tout cas débloque son compteur but dans cette compétition avec une enveloppée du pied gauche. C'était simplement magnifique. Et les étalons donc vont retourner à Libreville parce que là c'est à Franceville où ils ont joué leur match. Ils vont retourner à Libreville. Et en même temps, je vous donne le résultat de l'autre match. C'est joué en simultané. Oui. Le Cameroun et le Gabon se sont neutralisés 0-0. Donc synonyme d'élimination pour le pays organisateur. Alors, quel est le prochain défi réel pour le 11 national? Oui, les étalons, en tout cas, vont croiser soit l'Algérie, le Zimbabwe ou la Tunisie qui l'une de ces équipes sortira deuxième donc, de ce groupe B. Mais ce qui est important déjà, Nathalie Kaoré, c'est que quand on sort tel que le match a été joué, un match avec 2-0 contre un pays qui voulait jouer les troubles faites dans ce groupe A. Alors, c'est bon pour le moral des garçons parce qu'on a vu une équipe burkinabé qui a su gérer le match, qui est bien rentré à la 12e minute déjà en marque. C'était déjà très bien et en même temps, c'est un signal fort au prochain adversaire et je pense que c'est cela qui est important quand on sort le premier du groupe. On est bon dans sa tête et c'est bien pour la compétition. Très rapidement, quel est le programme de la journée de demain? Alors, demain, c'est le groupe B qui entame sa 3e journée et on aura à 19h comme aujourd'hui, Sénégal-Algérie et en même temps, on aura Zimbabwe et Tunisie, mais nous, on prendra sur les antennes de la RTB Sénégal-Algérie à 19h. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur la victoire des étalons lors du journal spécial de la CAN, c'est à 22h30. À 22h30 avec Christelle Dabré et nos envoyés spéciaux un peu dans les provinces, hein, on a envoyé des reporters un peu partout et les équipes vont rentrer avec des images, de très belles images de joie que vous allez voir sur le coup de 22h30
longtemps sur la RTB. Merci Jérôme Cédrebogo. Encore félicitations aux étalons. Autre point de l'actualité, quelle est la part réservée à la promotion de la femme burkinabé dans le plan national de développement économique et social des femmes burkinabé avec à leur tête l'épouse du chef de l'État se sont intéressées à cette question ce dimanche à Ouagadougou et elles ont trouvé des éléments de réponse à travers des communications qui leur ont été faites à ce sujet. Des précisions avec Moussa Ouedraogo et Zalissa Sanfou. La femme, l'autre moitié du ciel. D'hier à aujourd'hui, sa situation n'est pas ce qu'elle devrait être. Victime d'inégalités sociales et de discrimination. Sa situation est très peu reluisante au Burkina Faso. Voici le visage que la ministre en charge des questions de la femme présente de la situation de la femme burkinabé. Chiffres à l'appui. Les statistiques scolaires en 2014 donnent un taux d'achèvement au primaire de 59,7% pour les filles. Dans le domaine de l'emploi, les femmes représentent 24,2% des effectifs. Dans le domaine foncier, seulement 8,2% des femmes chefs de ménage sont propriétaires de terres. La représentation des femmes au Parlement du Burkina Faso reste faible. Elle est actuellement de 9,44%. À cette rencontre basée sur la contribution du PNDS à la promotion de la femme, les exposantes ont surtout rassuré que le tableau si sombre dépeint par la ministre va s'éclaircir avec la mise en œuvre du PNDS. Ce serait présomptueux de dire qu'on ne puisse plus parler de ces difficultés, mais déjà à la fin du PNDS en 2020, on doit pouvoir noter qu'il y a une amélioration, qu'il y a une réduction des taux des inégalités, une amélioration des conditions de vie des femmes. Un jour nouveau va donc s'élever avec la mise en œuvre du PNDS pour la femme burkinabé. Et cet espoir suscité réjouit ces femmes qui promettent œuvrer main dans la main aux côtés des hommes pour une réussite totale du PNDS. Une part du PNDS est également attendue dans le domaine des infrastructures routières. À Fada, dans l'est du Burkina Faso, la population réclame le bitumage de la route nationale numéro 4. Cette route est dans un état de dégradation totale, notamment sur le tronçon Koupela-Fada, frontière du Niger, causant ainsi d'énormes désagréments chez les usagers. Les populations de Fada sont donc sorties exprimer leur mécontentement à travers une marche tout en pointant du doigt le gouvernement qui n'aurait pas tenu sa promesse d'arranger cette route. Le reportage de Alassane Tchendrebego et Mamadi Ouedraogo. Effectuer un voyage de Ouagadougou à partir de Kantchari en passant par Fadangourma sur la route nationale numéro 4 est un véritable casse-tête chinois. Fatigués des promesses non tenues des gouvernants, les militants de la coalition contre la vie chère, section du Gourmand, prennent leur devant en organisant cette marche pacifique pour interpeller le gouvernement burkinabé. Avant la marche, les protestataires avaient tenu une conférence de presse pour exiger la réhabilitation de ce tronçon. Le Premier ministre nous avait fait une annonce, je veux dire, apparemment rassurante, puisqu'il disait que les services techniques allaient effectivement se pencher sur l'état de la voie là. On a tempéré et on a attendu. Et 4 mois après, on ne constate absolument rien sur le terrain. Au contraire, on se rend compte que l'état de dégradation s'empire. Et c'est pourquoi on veut attirer une deuxième fois l'attention du gouvernement, dénoncer l'état défectueux de la RN4 en son tronçon Koupela-Fada et exiger sa réparation. Malgré la promesse du gouvernement pour le démarrage des travaux d'aménagement de ce tronçon courant l'année 2017, les manifestants de Fadangourma disent être impatients. Le haut commissaire de la province du Gourmand qui a reçu les marcheurs du jour promet de transmettre leurs doléances à qui de droit. Après le soutien moral du gouvernement, les commerçants sinistrés du marché de Koupela ont reçu des vivres et du matériel. Le geste est du ministère en charge de la solidarité nationale à travers le CONASU, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. La remise du don est intervenue le 20 janvier dernier sur place à Koupela. Le reportage de Alassane Tchendrebego et Mamadi Ouedraogo. Après les motions du soutien moral du gouvernement aux commerçants sinistrés de Koupela,
Le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR vole au secours de quelques commerçants. Il leur apporte un don composé de 10 tonnes de vivres et de matériel estimé à plus de 3 millions de francs CFA. Madame la ministre, sur instruction, nous a demandé d'apporter ce soutien pour traduire sa compassion d'abord à l'ensemble des commerçants qui ont été touchés. En termes de message, c'est de dire tout simplement le gouvernement demeure disponible pour accompagner l'ensemble de ces personnes qui ont été touchées afin qu'elles puissent se relever. Un geste qui vient réconforter un tant soit peu ces sinistrés qui ont vu leur investissement de plusieurs années partir en fumée. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à ce que ces vivres nous parviennent. Nous ne savons pas comment les remercier. Nous commençons à être réconfortés. Réconfortés en ce sens que depuis l'arrivée du ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, les promesses fermes ont été faites. Et ce matin, nous venons de recevoir de la part du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille des vivres pour nos commerçants sinistrés. C'est un petit don qui pourrait aider ceux qui sont totalement démunis. Selon le maire de la commune de Coupéla, plus de 300 commerçants victimes de l'incendie de leur marché central ont été déjà recensés. Ces derniers plaident pour la reprise immédiate de leurs activités. Nous ouvrons à présent le grand format de ce dimanche consacré à cette question, comment allier gestion des enfants et activités professionnelles dans la société burkinabé. C'est une question qui concerne avant tout la femme. Et on va s'intéresser tout d'abord au domaine de l'administration publique où on retrouve des femmes à la fois mères et chefs de service. Comment parviennent-elles à s'occuper de leurs enfants tout en exerçant correctement leurs fonctions administratives? Élément de réponse avec Ibrahima Sombier et Maïmouna Traouri. Naomi Djigamde a eu des nuits blanches lorsque son congé de maternité tirait à sa fin. Comment faire pour être à la fois une bonne mère et un agent exemplaire? Dès le début, elle a vraiment souffert. Moi aussi, j'ai souffert parce que je n'étais pas habituée. Je demandais les conseils par-ci, par-là, comment faire. Souvent, moi, je quitte le service vers 18h même, voire 19h souvent. Et c'est le quotidien de presque toutes les femmes dans l'administration publique et privée. Les aides ménagères se font de plus en plus rares. Les coûts dans les crèches ne sont pas à la portée de tous. Qui donc pour s'occuper des enfants à la maison? Chacune y va de sa stratégie pour que la gestion des enfants n'impacte pas négativement le rendement au service. Donc, je suis obligée de quitter tant puis aller déposer l'enfant à Gouné, revenir au travail, quitter ici, repartir encore, chercher l'enfant. Les autres qui étaient à l'école aussi, souvent je m'entends avec des voisines qui les ramènent à la maison avant que je ne revienne. Faire le ménage, préparer la nuit, donc les enfants sont obligés d'attendre qu'on finisse de préparer avant de marcher. Nous avons pu, de concert avec mon mari, trouver une solution pour la première et nous avons dû l'inscrire à l'internat. Et la petite, elle fait l'école maternelle. Maintenant, j'ai une fille qui m'appuie dans la garde du bébé. Donc, lorsque je sors de la maison, je m'assure qu'elle est prête pour aller à l'école et puis je m'occupe du bébé avant de venir au travail. L'enfant ne prend pas le lait artificiel. Alors, il faut extraire, conditionner avant de venir. Quand la réserve de nourriture n'est pas suffisante, on amène les instances à la maison. Donc quand on a fini de travailler, on se met au boulot et puis le matin on revient avec le travail. C'est une fillette de 13 ans que j'ai à la maison. Et pratiquement je me dis que c'est pas la grâce de Dieu. Sinon c'est pas simple. La garde des enfants par les filles de ménage. Certaines en ont eu des expériences amères. J'avais une qui était vraiment un problème pour moi. Quand elle était là, l'enfant avait des petites maladies, des vomissements. Mais après son départ, je n'ai plus de problème comme ça. Je me dis que c'était dû à la saleté. J'ai eu une fille qui prenait de l'alcool. On ne peut pas compter sur une telle personne pour s'occuper d'un enfant. Et donc, si vous ne le savez pas, ce sont de mauvaises habitudes qui peuvent être inculquées aux enfants pendant que vous n'êtes pas là. C'est trop de javel qu'elle avait mis pour laver la douche. Elle n'a pas déposé ça à un coin vraiment isolé. Donc, je suis arrivée à trouver que l'enfant était prêt à voir. Il faut vite trouver une solution et déjà, certains ont des idées. Il n'y a pas, à mon sens,
une solution en dehors des enfants de ménage, des filles de ménage quand la femme est occupée. Mais pour que, en fait, cet enfant accompagne mieux vos enfants, il faut qu'il se sente chez lui. Créer des structures de formation qui puissent accueillir peut-être toute personne, qu'elle soit fille ou garçon, afin que le métier de l'aide domestique soit plus valorisé. Si le gouvernement pouvait nous permettre d'envoyer nos enfants au service avec le nounou, mais c'est vrai que c'est un bon petit endroit, même si c'est dans la cour, mais c'est qu'un hangar aménagé pour nous, pour qu'on puisse avoir nos enfants à côté. Ce ne sont là que des propositions, mais pour toutes ces personnes interrogées, la problématique doit faire l'objet d'une réflexion au plus haut niveau. Et loin des services administratifs et dans les milieux du commerce également, c'est la même réalité qui est vécue par les femmes. Faute de trouver une aide ménagère, les femmes commerçantes sont obligées de concilier leurs activités professionnelles donc, et la gestion de leurs enfants et de la vie de ces femmes rencontrées dans quelques marchés de Ouagadougou. C'est une expérience très souvent difficile à vivre. On les entend dans ce reportage signé Issaka Ouedraogo et Yolande Lompo. La cinquantaine passée, Mariam Nana est aux petits soins pour son petit-fils. Le temps, c'est de l'argent. Elle le sait et accepte de garder ce bout de chou afin de permettre à sa fille de mener à bien son activité. Je vends du gombo sec à l'intérieur du marché et ma fille est dehors en train de vendre de la pâte d'arachide. Pour l'aider, je download mon petit-fils. La même chance sourit à Aseta Nikiema. Et lorsqu'elle fait le tour du marché pour écouler ses tomates par moment, elle peut compter sur le soutien de sa belle-mère qui vend des tisanes dans le même marché. Lorsqu'il n'était encore qu'un bébé, je le mettais au dos pour aller vendre mes tomates. Je ne l'ai jamais attaché puisque sa grand-mère est avec nous au marché. Ces deux exemples peuvent être considérés comme des exceptions. Car la plupart de ces vendeuses ne peuvent compter que sur leur bonne étoile ou sur leurs voisines lorsqu'elles sont en bon terme pour surveiller leur progéniture. Dans ces conditions, vouloir mener de front une activité et s'occuper d'un enfant en bas âge n'est pas une tâche de tout repos, surtout lorsqu'on est à proximité d'une grande voie. Quand ton enfant s'aventure à l'intérieur du marché, tu es obligé d'aller à sa recherche. Et c'est ainsi jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. Lorsqu'ils apprennent à marcher, ils veulent aller dans tous les sens et ne se rendent pas compte du danger. De plus, les marchés sont ouverts de 7h à 17h et en bonne épouse, elles se doivent également de s'acquitter des tâches ménagères avec ou sans le soutien d'une aide ménagère. Dès 4 heures du matin, je suis sur pied pour faire la cuisine, laver mon bébé et m'occuper de ses aînés pour qu'ils partent à l'école. Grâce à cette activité, j'arrive à payer leur scolarité. Ici, les enfants apprennent au fur et à mesure qu'ils grandissent à connaître tous les recoins du marché faute d'aller à la maternelle. Et la petite Pascaline, âgée de 3 ans et demi, comme la plupart de ses compagnons, devra patienter jusqu'à son 6e anniversaire pour espérer aller à l'école. Et voilà à quoi peut ressembler le quotidien de certains bébés dont leur mère passe une bonne partie de la journée au marché. La pratique est courante et ces images ont été tournées à l'insu de la mère. Malgré toutes les précautions prises par ces dames, il arrive souvent que la situation leur échappe. Nous sommes ici parce que de nos jours, il ne faut pas tout attendre du conjoint. Et puis rester à la maison à longueur de journée peut être source de disputes dans le couple. Et si certaines d'entre elles tentent de plaider leur cause, Souleymane Dera, un vendeur de friperie, nous donne sa lecture des faits. Si tu es un enfant, il faut laisser à la maison. Quand ton enfant est grand maintenant, tu peux venir au marché faire la commerce. Bon, si tu vois ton mari, s'il est capable d'acheter par exemple une frigo, tu donnes, tu fais des hommes comme ou bien qu'on sort là, bon, donner des enfants à tourner vendre. Au moment où l'on prône l'égalité entre les sexes, certains pensent qu'il serait judicieux d'encourager ces femmes qui évoluent dans le secteur informel en leur installant des crèches à proximité de leur lieu de travail.
Et justement, face à ce constat, certaines femmes ont trouvé leur solution, celle donc de confier leurs enfants à des centres d'éducation de la petite enfance communément appelés crèches. Envoyer les enfants dans des crèches est en train d'entrer dans les habitudes de beaucoup de parents burkinabés. Ces établissements poussent comme des champions dans les grandes villes comme Ouagadougou. On fait le constat avec Issaka Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Plus d'une centaine de crèches maternelles privées ont été recensées par le ministère de l'Action sociale en 2015, contre une dizaine à la fin des années 90. Des chiffres qui témoignent d'une augmentation constante de ces établissements. Ça aide l'enfant d'abord à s'éveiller. Il trouve un milieu dans lequel il apprend. Avant qu'il ne rentre dans le cycle scolaire, le primaire, c'est en fait un cycle dans lequel l'enfant apprend d'abord les béabas, les bases. Il apprend à se frotter à d'autres enfants. Moi-même, je suis maman et je suis passée par les crèches pour pouvoir travailler parce qu'on voit qu'aujourd'hui même, pour avoir les servantes à la maison, ce n'est plus facile. Et aussi quand tu es préoccupé par la question de l'enfant, parce que ce n'est pas des gens toujours formés qui peuvent s'occuper des enfants comme il se doit. En plus de l'accroissement du nombre de crèches, chaque année, le nombre de pensionnaires pour chaque crèche augmente. On a une bonne évolution, je peux le dire, parce que là, à l'ouverture, nous avions eu 24 enfants. Et actuellement, nous avons un effectif global de 40. En fin d'année, là, 2011, puisque c'est la rentrée scolaire 2010-2011, j'ai eu à la fin 4 enfants. Et l'année qui suit, ici à Ouaga 2000, on est passé à 21. Et puis depuis, on est à 30. Et maintenant, c'est fini, on est dans les 50. Cependant, cet accroissement du taux de fréquentation des crèches maternelles cache bien de difficultés et d'incompréhension. Et aussi, il y a l'assiduité. Il y a d'autres aussi qui ne viennent pas régulièrement, tout simplement parce que si l'enfant n'a pas envie de venir à l'école, on le laisse à la maison. Alors que non, déjà à la base, à l'enfance, il faut inculquer des bonnes manières, des bonnes valeurs, des bons comportements à l'enfant pour qu'il puisse grandir avec. La deuxième chose, c'est les habitudes aussi qu'on donne aux enfants à la maison. Quand ils arrivent ici, il y a des mamans qui exigent qu'on porte l'enfant au dos. Et ce n'est pas bon. Quand il pleure, il a envie de dormir, oui. Quand il est malade, oui. Mais si c'est tout le temps, il ne veut pas qu'on le dépose, nous ne pouvons pas. Il faut donner de bonnes habitudes aux enfants. Parfois, certaines monitrices sont obligées de faire des heures supplémentaires à cause de l'oubli des parents. Ici, c'est ouvert de 6h45 à 18h. Mais parfois, on a des enfants jusqu'à 19h, 20h. Il y a des parents qui rentrent à la maison, qui se lavent, qui se mettent à table, qui demandent où est le bébé. Le bébé est ici. Le manque de politique adéquate est aussi soulevé par les gestionnaires des crèches maternelles comme une contrainte. Occasion pour eux d'interpeller les décideurs. Il y a le programme. Aujourd'hui, tout le monde travaille comme on veut sur le programme éducatif des enfants de 0 à 3 ans. Et puis la formation même. Il y a beaucoup de structures où le personnel n'est pas formé. Donc c'est difficile. Les acteurs du domaine du préscolaire demandent ainsi à l'État plus d'implication. Car selon eux, les troubles liés au terrorisme, à l'incivisme et aux autres tares sociales résultent de l'éducation reçue dès la petite enfance. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons le directeur du développement de la petite enfance. Bonsoir, monsieur Jean-Martin Toué. Bonsoir, madame Nathalie Kaoré. Alors, merci d'être là. Donc, et des difficultés, on en a évoqué par les acteurs de l'éducation notamment, qui ont évoqué donc des difficultés. Et notamment, il a été question de l'insécurité. Déjà, quelle est votre réaction par rapport donc à ces préoccupations qui ont été soulevées? Oui, par rapport à ce reportage, ce qu'on peut retenir et qui est intéressant, bon, c'est pour dire que les enfants de cet âge-là, généralement, les crèches accueillent les enfants de 3 mois à 3 ans. Donc, pour dire que, généralement, c'est lorsque les mamans salariées, les femmes salariées, sont en fin de congé de maternité que le problème, la préoccupation est soulevée. Donc, bon, au niveau de ces structures, on ne peut pas... Bon, si la structure est reconnue,
on ne peut pas parler de problème d'insécurité. C'est pour dire que, bon, peut-être les gens exagèrent un peu. Sinon, le personnel qui s'y trouve, en tout cas, s'occupe, en tout cas, à notre sens, de mieux qu'il peut pour assurer la sécurité de ces enfants. Alors, selon votre constat, est-ce qu'au niveau du Burkina Faso, ces structures éducatives-là respectent la réglementation en la matière? Bon, pas toutes les structures, parce que nous constatons au niveau des crèches, comme dans le reportage, il est ressorti au niveau du reportage, que tout le personnel n'est pas qualifié au niveau de ces crèches-là. Donc, on retrouve du personnel qui n'est pas qualifié pour dire que ces gens-là n'ont pas suivi la réglementation pour mettre en place les structures. Sinon, il y a toute une démarche, il y a un cahier des charges qui est là, et il y a au niveau du cahier des charges, en tout cas, les conditions d'ouverture et de création de la crèche s'y trouvent. Mais généralement, les gens ne se conforment pas à ces cahiers des charges. Les gens ne viennent pas vers les services techniques du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille pour avoir toutes les informations afin de pouvoir mettre en place les structures. C'est ça qui peut justifier un peu le fait que au niveau de certaines structures, la réglementation n'est pas respectée. Et justement, qu'est-ce qui est fait à l'encontre de ceux qui ne respectent pas justement la réglementation à la matière? Bon, ce qui est fait, nous faisons un travail de sensibilisation parce que les services techniques au niveau du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille font ce travail de sensibilisation à travers les directions déconcentrées du ministère, que ce soit au niveau de Ouaga, que ce soit au niveau des autres provinces. Le travail de sensibilisation est fait pour aller vers ces fondateurs et ces fondatrices-là, de se mettre à jour et de respecter la réglementation en la matière. Alors, on a l'impression que les crèches, c'est une affaire d'une certaine élite. On a vu dans le reportage des enfants qui sont avec leur mère au niveau du marché et qui auraient pu se trouver donc dans ces centres-là. Est-ce qu'on ne bafoue pas une catégorie d'enfants burkinabés, les droits d'une catégorie d'enfants burkinabés, alors qu'il y a un principe qui dit que tous les enfants naissent égaux en droit? Oui, tous les enfants naissent égaux en droit, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour dire que, comme nous l'avons vu aussi au niveau du reportage, que c'est par rapport maintenant à la demande qui devient de plus en plus forte au niveau de la garde des enfants que nous connaissons le phénomène des crèches. Parce qu'il y a 10 ans de cela, le problème ne se posait pas. Parce qu'au niveau des familles, il y avait toujours cette solidarité. Il y avait, comme on le dit, il y avait au niveau peut-être du voisinage, quelqu'un qui peut garder les enfants, il y avait les grands-parents, il y avait les nourrices qu'on peut toujours avoir au niveau des familles. Mais avec la vie citadine qui a pris d'autres dimensions, avec les pesanteurs socio-culturelles, avec ce que nous vivons comme facteur au niveau des familles, au niveau présentement, on a de plus en plus de problèmes de garde. Donc, ce qui fait que c'est vrai, c'est comme si c'est une élite, parce qu'au niveau des crèches, les coûts varient de 25 000 mois à 100 000 par mois. Donc, pour dire que ce n'est pas accessible aux Burkinabés moyens. Alors, et au niveau de la direction du développement de la petite enfance, qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour les enfants qui sont dans des localités où on n'a pas ces structures-là? Est-ce qu'il y a des politiques à leur endroit? Donc, pour le moment, au niveau du ministère, avec l'appui technique de certains partenaires, on est arrivé à mettre en place pour cette année ce serait pour 2017, une crèche publique qui va amoindrir un tant soit peu le coût de ces crèches privées-là. Donc, en partenariat avec l'UNICEF, le ministère a eu un financement pour la construction d'une crèche publique au secteur 4 de l'arrondissement au niveau de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Alors, et ça, c'est pour Ouagadougou? Ça, c'est pour Ouagadougou, mais c'est pour dire que c'est un début. C'est pour dire que de plus en plus, on verra en tout cas quelque chose qui serait fait en direction des autres localités du pays. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Martin Toé. Je rappelle donc que vous êtes le directeur du développement de la petite enfance. Suite de cette édition, enfants, adultes ou personnes âgées, de plus en plus, les Burkinabés raffolent de fruits tels que la banane et la papaye. Ces fruits sont généralement importés, mais de plus en plus, les producteurs burkinabés s'adonnent à la culture donc de la banane et de la papaye. Et c'est le cas à Bagré, dans la région du Centre-Est, où ces fruits sont produits sur plus de 40 hectares. On va cela avec Nongba Kouda et Aboubakar Sayon. À quelques mètres des plantations de bananes, ces femmes achètent des régimes qu'elles revendront au détail après mûrissement.
Les fruits fraîchement cueillis proviennent de la bananerie gérée par Alphonse Zongo. La plantation s'étend sur 2,5 hectares et il y a des récoltes chaque mois. Nous vendons la banane avec les femmes qui vendent au détail. Certaines viennent de Gomboussougou, de Zabré ou de Gariga. Il y a aussi les ventes en gros, notamment avec Mahamadou de Ecobank à l'aéroport. Aboubakar Nikema est également producteur de bananes à Bagré. Il s'est lancé dans l'activité en juin 2013 avec un investissement d'un peu plus de 2 millions. J'ai commencé avec 1 hectare et sur chaque hectare, nous produisons environ 35 tonnes que nous revendons à 5 250 000 francs CFA. C'est très bénéfique et ça nous rapporte beaucoup. Aujourd'hui, j'ai 7 hectares et j'ai mis en exploitation 4,5 hectares. Sur les 70 hectares réservés à la production de la banane sur la plaine aménagée de Bagré, 40 sont effectivement mis en exploitation. Selon les responsables du pôle de croissance de Bagré, la production annuelle atteint 2400 tonnes. Les 2400 tonnes de production annuelle n'ont pas de problème d'écoulement parce que ces producteurs ont un contrat avec une société d'intermédiation qui est la SIGAS, qui vient prendre cette banane et qui la redonne aux mûrisseurs pour donc le consommateur. Et je dois dire que ceux que vous avez vus, qui sont actuellement en exploitation, sont des anciens exploitants rizicoles et à cause de la plus-value que la production de la banane fait, ils se sont convertis à la production de la banane. C'est vrai qu'ils n'ont pas laissé le riz, mais ce n'est plus leur production principale. La production de bananes va connaître une hausse importante car de nouveaux investisseurs s'intéressent à la filière. Nous avons déjà sélectionné 108 investisseurs et sur ces 108 investisseurs, nous avons près d'une dizaine, 15-16 comme ça, qui veulent faire de la banane sur une superficie de plus de 300 hectares. L'accès difficile aux intrants et à des semences de qualité sont les principaux obstacles qui freinent le développement de la filière banane. De la production de la banane à celle de la papaye, il n'y a qu'un pas franchi par Mamadi Kéré qui nous guide à la découverte de sa plantation de papaye. On voit que tout produit, mais ce n'est pas la même variété. Ce que nous sommes en train de montrer maintenant, c'est le solo coréen et c'est papaye solo. Ces deux variétés de papaye sont de meilleure qualité et sont les plus prisées par les consommateurs selon le producteur. Je dis je suis à 800 pieds de papaye et je vais atteindre au moins 3500 pieds de papaye. Il est rentable plus que même banane. Parce qu'avec un arbre peut donner 100 fruits. 100 fruits, même si c'est 100 francs par un fruit, et vous voyez comment ça donne. Voilà. Et si tu as 800 pieds, je pense que c'est quelque chose d'important. Le sourire du producteur en dit long sur ses gains. Il compte d'ailleurs agrandir son exploitation d'un demi-hectare à 1,5 hectare avant fin 2017. Avant de poursuivre, on revient sur l'information sportive principale de cette soirée. Les étalons du Burkina ont décroché leur ticket qualificatif pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ils sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Ils ont battu la Guinée-Bissau tout à l'heure par le score de 2-0 au stade de Franceville. On revoit les temps forts de cette rencontre. Allez, bonne circulation de balle avec notamment Bertrand Traoré. On cherche le long ballon pour penser. Attention à ce ballon, cette mésentente, et ça va être l'ouverture du score. Le ballon qui traîne, ce ballon est rentré. Oh, quel coup du sort ici au stade de Franceville, au stade de la Rénovation. L'ouverture du score du Burkina Faso. Sur cette mésentente de la défense de la Guinée-Bissau. Oh, quelle est dure cette entame de match pour la Guinée-Bissau, mais quelle est logique cette ouverture. C'est le Burkina qui va se retrouver une nouvelle fois en situation dangereuse avec Bertrand Traoré qui va ouvrir son pied gauche. Et cette fois, le Burkina Faso qui s'envole vers la victoire. Le Burkina qui s'envole vers les quarts de finale. Il avait été imprécis en première période et cette fois, Bertrand Traoré qui ouvre parfaitement son pied pour tromper Jonas Mendes. 2-0 pour le Burkina. La tristesse et la déception de cette équipe de Guinée-Bissau qui contraste
du Petit Poucet vient de trouver son épilogue ici au stade de la Rénovation à Franceville. Et celle des étalons vice-champions d'Afrique en 2013 ne fait peut-être que commencer dans cette CAN. Alors qu'on joue actuellement du côté de Libreville, les dernières secondes. Voilà, et vous aurez l'ambiance de la ville suite à cette victoire des étalons en fin d'édition. Et cela fait 40 ans que l'ONG SOS Sahel intervient aux côtés de l'État pour l'amélioration des conditions de vie des populations burkinabées. Cette ONG a réalisé plusieurs infrastructures dont la valeur est estimée à des dizaines de milliards de francs CFA. Au nombre de ces infrastructures, le barrage de Kounéré dans le BAM, au bord duquel le 40e anniversaire de SOS Sahel a été célébré. Le reportage de Yacouba Gamene et Fousseni Kindo. Barrage de Koulignéré dans le département de Tikaré, nous sommes dans la province du BAM. L'une des premières grandes réalisations de l'ONG SOS Sahel International Burkina Faso. L'ouvrage est construit en 1986 et c'est au bord de ce barrage que l'ONG a voulu une halte pour le souvenir et le rappel, mais surtout pour être reconnaissante aux populations pour l'adhésion à ces projets depuis plus de 40 ans. Nous avons voulu dire aux populations, surtout aux paysans, aux éleveurs, que nous travaillons pour eux. Et s'il faut célébrer 40 ans, c'est ici avec eux et pas dans les bureaux à Ouaga. Après 40 ans d'existence et de présence, SOS Sahel International Burkina Faso aura investi des dizaines de milliards de francs CFA dans le développement du Burkina. Au cœur du Sahel, SOS Sahel International Burkina aura tracé les chemins d'une espérance de mieux vivre pour les pauvres et les plus pauvres. Ces réalisations nous ont apporté énormément des avantages. Elles ont permis d'améliorer notre pouvoir d'achat et impacter nos vies. Vraiment, nous sommes ravis. Tant qu'on ne va pas développer le Sahel, nous allons favoriser le recrutement, la radicalisation et l'extrémisme violent. Et si nous voulons être en sécurité, il va falloir développer le Sahel. Sans trahir l'esprit des fondateurs comme Bernard Lédéa Ouedraogo, SOS Sahel International souhaite encore et plus développer, sans abîmer, et donner aux Sahéliens les moyens de leur épanouissement. L'accent sera mis vraiment sur les questions de sécurité alimentaire parce que c'est d'abord l'engagement de l'Union africaine à l'horizon 2025, c'est bientôt, c'est dans un peu moins de 10 ans, mais aussi sur le développement des activités agricoles et en particulier l'emploi en agriculture. SOS Sahel International est présente dans 11 pays sahéliens, un réseau international qui apporte donc des réponses adaptées aux enjeux liés au développement durable sur le continent. Retour à Ouagadougou pour parler toujours de solidarité, cette fois-ci de la part de l'Église catholique. Hier samedi, elle a communié avec des personnes vulnérables de la capitale burkinabé. Enfants en situation de rue, personnes âgées et autres personnes nécessiteuses ont partagé un repas avec l'archevêque de Ouagadougou. Ces moments de partage et de communion ont eu pour cadre la Maison de la Miséricorde, une infrastructure en construction au profit des personnes démunies. Paul David Bambara, Dimitri Badini avec la voix de Bouma Ernest Nebi. L'Église catholique poursuit les œuvres de miséricorde proclamées l'année dernière par le pape François en faveur de l'année jubilaire de la miséricorde divine. Sur le site de la Maison de la Miséricorde, un jour spécial pour les enfants de la rue et des personnes démunies. Avec l'archevêque de Ouagadougou, il partage un repas. Je suis très content. Je remercie toutes ces bonnes volontés pour ce geste louable à notre endroit. Encore merci. Cette maison est une maison de la miséricorde. Nous disons simplement maison miséricordia. Maison au service de nos frères et sœurs en difficulté. Voilà, vous avez un échantillon de ces situations de souffrance. Les enfants de la rue, les filles et les femmes en difficulté, voilà, les malades, les personnes âgées. Voilà, donc cette maison petit à petit va simplement être là au service de ceux qui souffrent, au service des pauvres, au service des personnes vulnérables. Présent à cette cérémonie, le maire de Ouagadougou, Arma Biwondé, félicite l'Église pour sa générosité.
Un tel événement, selon le cardinal Philippe Ouedraogo, équivaut à une pose de première pierre de la maison Miséricordia. En actualité culturelle, la province du Ganzourgou est réputée pour abriter plusieurs troupes de danse traditionnelle Warba. À Mégué, à quelques encablures de Sorgho, la troupe Nabakanga s'illustre bien dans la promotion de la danse traditionnelle Warba. Mais à côté, il y a la musique moderne qui semble emballer plus la jeunesse, une situation que déplore le chef coutumier de cette localité, Moussa Ouedraogo et Aruna Mari. Il inonde les scènes en pays Mossi depuis des générations. Le Warba, ici à l'honneur, est une danse populaire mouaga qui se pratique lors des périodes de réjouissance. En tenue de scène, castagnette en main et aux pieds, le tronc légèrement plié vers l'avant, ces hommes dansent de Warba au son de la flûte et au rythme des tam-tams et des djembés. La danse Warba est pratiquée par nos grands-parents. Et nous aussi, nous suivons leurs traces. Le Warba se danse lors des réjouissances populaires, les mariages et les rencontres, entre autres. Pour les gardiens de la tradition, la troupe tient toujours la dragée haute dans le village et fait sa fierté. En tout cas, je lance un appel à la jeunesse pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel. La génération actuelle, c'est le couplet de Calais. C'est la culture d'autres personnes que nous valorisons. Notre culture est une richesse. La survie du Warba est en jeu ici et les 12 membres de la troupe en sont conscients. Danseurs, tambourineurs et flûtistes, depuis plus d'une décennie, se réjouissent du chemin parcouru. Ça nous rapporte beaucoup. Nos grands-parents n'avaient pas de vélo et nous les suivions lors des prestations. Depuis que nous avons pris la relève, nous sommes mieux qu'eux. Grâce au Warba, nous avons des vélos et nous nous déplaçons en moto pour prester. Je confirme que le Warba nourrit son homme. La troupe a déjà pris part à la Semaine nationale de la culture. En dehors du Warba, le pays Mossi regorge aussi d'autres danses traditionnelles comme le Kekba, le Dimaga et le Wedbinde. Voilà un mot de l'actualité à l'étranger. C'est désormais officiel. Yaya Jammeh est en exil en Guinée équatoriale. Au terme des négociations qui ont duré plusieurs jours, Yaya Jammeh a fini par accepter de quitter la Gambie hier nuit en compagnie du président de la Guinée, Alpha Condé. L'ex-président gambien a finalement quitté samedi son pays. Yaya Jammeh a pris le chemin de l'exil avec sa famille et ses proches, direction la Guinée, où il est arrivé en fin de soirée. Au pouvoir depuis 22 ans, l'ex-président était à l'origine d'une grave crise politique. Yaya Jammeh avait perdu l'élection présidentielle le 1er décembre, mais refusait de reconnaître la victoire de son rival. Sur le tarmac de l'aéroport de Banjul, ses supporters étaient en larmes. Je suis heureux qu'il quitte le pays sans bain de sang. Je pense qu'on devrait tous le remercier pour ça, explique cet ancien soldat. Poussé par les pays riverains à quitter le pouvoir sous peine de conflit militaire, Yaya Jammeh pourrait trouver refuge en Guinée équatoriale. Actuellement au Sénégal, Adama Barrow, le nouveau président gambien, devrait quant à lui rapidement rentrer dans son pays. Son retour à Banjul était lié au départ effectif de Yaya Jammeh. Voilà, je vous rappelle que les étalons sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN qui se déroule au Gabon. En attendant de revenir sur ce match dans le journal spécial de la CAN à 22h30 avec Christelle Paré, on se quitte sur l'ambiance dans la ville de Ouagadougou suite à cette victoire des étalons. Allez, bonne circulation de balle avec notamment Bertrand Traoré. On cherche le long ballon pour penser. Attention à ce ballon, cette mésentente, et ça va être l'ouverture du score. Le ballon qui traîne, ce ballon est rentré. Oh, quel coup du sort ici
au stade de Franceville, au stade de la Rénovation, l'ouverture du score du Burkina Faso sur cette mésentente de la défense de la Guinée-Bissau. Oh, quelle est dure cette entame de match pour la Guinée-Bissau, mais quelle est logique cette ouverture. C'est le Burkina qui va se retrouver une nouvelle fois en situation dangereuse avec Bertrand Traoré qui va ouvrir son pied gauche. Et cette fois, le Burkina Faso qui s'envole vers la victoire, le Burkina qui s'envole vers les quarts de finale. Il avait été imprécis en première période et cette fois, Bertrand Traoré qui ouvre parfaitement son pied pour tromper Jonas Mendes. 2-0 pour le Burkina. La tristesse et la déception de cette équipe de Guinée-Bissau qui contraste. Du Petit Poucé vient de trouver son épilogue ici au stade de la Rénovation à Franceville. Et celle des étalons vice-champions d'Afrique en 2013 ne fait peut-être que commencer. Et voilà, je suis toujours là. C'est la fin donc de cette édition. Vous pourrez suivre donc l'ambiance de la ville suite à cette victoire des étalons au cours de l'édition spéciale sur la CAN à 22h30 avec Christelle Paris. Merci d'avoir suivi cette édition.